laisser la parole à Tony Guerrer, donc co-organisateur de cette journée et qui a pour mission acrobatique de conclure les débats. Merci. Je te laisse la parole, Tony. Le lycée Louis le Grand s'appelait autrefois Collège de Clermont. Or, le Collège de Clermont n'aurait jamais accueilli Racine, pour la bonne raison que ses maîtres de Port-Royal n'auraient jamais voulu envoyer leur enfant chéri dans un collège tenu par la Compagnie de Jésus. 3 siècles et demi plus tard, nous constatons avec plaisir, 2 ans après le colloque Port-Royal et le cinéma qui s'est tenu dans ces lieux, que nous avons dans l'ancienne maison jésuite des relais efficaces pour la cause de ceux qui s'appelaient les Amis de la Vérité et que leurs adversaires nommaient les jansénistes. Hubert au Petit a été bien plus que le co-organisateur de cette journée, il en a été l'initiateur et la cheville ouvrière, et c'est à lui, d'abord, avant tout et presque exclusivement, que doivent aller tous les remerciements. Il fallait que ce soit dit. Je tiens à remercier aussi nos autres institutions partenaires, l'institution de recherche des études théâtrales représentée par Gilles Declercq, le laboratoire de littérature Cérédie de Rouen qui participe au financement de la journée, la Société des Amis de Port-Royal et sa présidente, Madame Laurence Plasnet, et enfin le Centre international Jean Racine, dont cette journée, après le prélude que fut le colloque Bérénice l'an dernier, constitue la première grande action officielle. Cette journée racinienne a réuni des universitaires, des hommes et des femmes de théâtre et des enseignants du secondaire. Fournir un lieu d'échange et de partage autour de Racine à ces 3 publics constitue l'ambition, le pari que nous nous étions lancés lors du lancement du centre Racine au début de cette année. La journée qui s'est tenue aujourd'hui montre de façon éclatante à quel point nous avons eu raison. Les échanges furent féconds, vifs, stimulants, les dialogues non seulement possibles mais fructueux. Le croisement des disciplines et des angles d'approche n'est pas un luxe superflu, il est vital d'aborder cette machine cybernétique complexe qu'est le théâtre, même sous un angle en apparence aussi restreint que sous la question du vers. Nous en sommes sûrs ce soir, Racine est poète, comme titrait un numéro de la revue La Licorne il y a quelques décennies, et comme le disait Claire Gracieux qui a repris cette expression ce matin. Non seulement il est pleinement poète, non seulement il est un grand poète, comme l'a répété Jean-Claude Milner, mais l'alexandrin porte en lui une part de vérité et de concret absolu, disait Éric Ruff, et répétait Éric Ruff. Cette phrase résonne tout particulièrement entre ces murs qui nous accueillent aujourd'hui et qui sont consacrés au souvenir de Patrice Chéreau. Si je devais proposer une formule de conclusion, tâche difficile après le feu d'artifice d'intelligence interprétative qui nous a été donné, je me risquerais à la suivante: du trouble dans la diction. Cette journée fut à bien des égards déroutante, en effet. Beaucoup de nos certitudes ont vacillé sur les accents, sur la déclamation, sur l'idée même qu'il y aurait une seule bonne manière de dire le vers racinien, unique, pourquoi pas, à travers les époques. En réalité, les contradictions sont partout. Messieurs Regnault et Milner notent par exemple 3 contradictions sur le seul E muet dans leur livre sur dire le vers. Les principales contradictions opposent aussi bien la langue et le vers. Le vers procède d'un arrangement avec la langue, disait tout à l'heure François Regnault, et aussi bien d'une diction d'autrefois, difficile à reconstituer, et des habitudes d'aujourd'hui, non plus diction, mais peut-être même seulement prononciation, et avec toute la part qu'il faut laisser dans l'enseignement, par exemple, aux pratiques du slam, du rap, etc. Débat aussi entre le sens et la musique, avec Gide plus psychologue et Valérie plus poète, nous expliqua Julia Gros-de-Gasquet ce matin, qui faisait aussi état du débat entre la diction et la déclamation. Même lorsqu'on regarde la question de la césure, le constat est le même, Racine trouble l'axe de symétrie. Note Claire Gracieux, je reprends le verbe qu'elle a employé avec un peu de malice. Trouble à la césure qui manifeste, selon elle, l'opposition entre 2 principes. Le principe du sens, qui rattache Racine à Boileau, au cérébral, comme aurait dit Servan tout à l'heure, et le principe du son, qui renoue le lien du dramaturge avec ses maîtres de Port-Royal, et au-delà avec tout l'héritage des grands rhétoriqueurs, et qui donc privilégie un rapport à la matière de la langue et du signifiant. Matérialité capitale, évidemment, dans la poésie racinienne. On l'a vu, les écoles de diction divergent un peu. Julia Gros-de-Gasquet a mis en évidence ces différentes conceptions du vers racinien ce matin.
rien de stable, rien de fixe. Faut-il le déplorer? Bien au contraire. Il faut même favoriser une myriade de possibilités, disait Caroline Labrune tout à l'heure. Réjouissons-nous d'un trouble qui nous rassemble aujourd'hui et qui nous permet ces merveilleux échanges et ces rencontres qui ont illuminé cette journée. Gardons-nous plutôt de trancher. Acceptons l'hésitation, la fluidité, voire le flottement et la suspension. Messieurs Regnault et Milner parlent dans leur livre de transactions, de compromis. Ils établissent, on l'a beaucoup dit aujourd'hui, une diction scalaire, graduée, proposant de multiples cas, 6 pour le E muet dans mon souvenir. Belle démonstration de diction non binaire, si j'ose dire. Il y a de multiples façons de faire entendre le E muet, expliquait Brigitte Jacques, de façon à éviter l'effet de ronron ou de machine à coudre. L'accentuation et le jeu sur les accents mobiles évitent bien des pathologies de la vie de François Regnault, qui ne se distingue pas de ce point de vue de Benjamin Lazare, parce que les principes structuraux de la diction n'ont pas changé, quand bien même la façon de prononcer se serait transformée. Ou alors, on peut aussi refuser de transiger, ne pas accepter de choisir. C'est le cas d'Éric Ruff, qui veut tout, qui veut d'une part le respect absolu du texte, absolu, un adjectif qu'il affectionne, il l'a répété souvent ce matin, et de l'autre, la complète liberté de jeu, dans une exigence, elle aussi, absolue. Devoir choisir entre d'un côté l'expression et d'un autre côté les lois de la prosodie et de la métrique, c'est trahir. Car si le vers est une forme contrainte et impose ses lois, rimes, syllabation, césure ou accent, il n'est jamais corsé. Le vers n'empêche pas que filtre l'émotion, le sentiment, la passion. Au contraire, il en autorise l'expression la plus pure et la plus incandescente. Il est le secret de l'effet qui submerge le spectateur, effet qui est d'ailleurs bien moins plaisir esthétique distancié que terreur qui s'abat sur nous, et qu'Anne Delbé a si extraordinairement évoqué ce matin. On devient fou avec Racine, dit-elle, surtout lorsque, comme elle, on prend le risque de descendre au labyrinthe. Et Benjamin Lazare de rappeler qu'un comédien jouant au reste fut frappé d'apoplexie pour avoir été trop saisi par son rôle. Car la diction n'est pas un but. Et s'il s'agit bien toujours de faire résonner les harmoniques du vers, comme dit Jean-Claude Milner, c'est bien toujours aussi, je cite encore, pour aller vers l'interprétation et la mise en scène. Quand la diction est résolue, on entre dans l'histoire, déclare de même Brigitte Jacques à propos de Phèdre. Car c'est bien l'enjeu, dire pour mieux mettre en scène. C'est bien aussi l'objet des travaux de Benjamin Lazare, dont la démarche historique et documentaire n'a vraiment rien de l'érudition gratuite ou d'une reconstitution antiquaire. C'est la force évocatrice, dit-il, de Racine qu'il s'attache à restituer, et qui, malgré la rigueur scientifique sur laquelle s'appuient ses mises en scène, autorise une marge de liberté aux interprètes en fonction des effets qu'ils souhaitent produire. Benjamin Lazare, dans sa démarche baroque, nous semble éloigner Racine de nous, l'étranger, j'ai envie de dire, le rendre profondément différent en le replaçant dans une culture, une histoire, une anthropologie qui ne sont plus les nôtres. Quitte à prendre le risque de l'opacité, comme a dit avec beaucoup de pertinence une intervenante. Mais je crois, et là je m'engage un petit peu au-delà de l'exercice de synthèse qu'on attend de moi, je crois ce recul indispensable. Il serait naïf de considérer que Racine serait universel parce qu'il pourrait nous parler directement, parce qu'il s'adresserait à toutes et tous, en tout temps, en tout lieu. L'alexandrin est un objet étrange, disait Dany Porcher il y a un instant. Je ne crois pas à une universalité immédiatement accessible. Mais je ne crois pas non plus que le théâtre baroque, classique si l'on veut, celui de Racine en tout cas, soit réduit à provoquer un pur plaisir intellectuel et cérébral réservé à une petite élite de spécialistes férus d'histoire et de théologie. Je ne sais pas pourquoi je regarde Laurence en disant ça. Si Benjamin Lazare nous éloigne Racine, c'est que ce détour ou ce retour aux origines est le meilleur moyen de nous le rendre intime et proche. C'est en le rejetant dans un temps et une mentalité, une culture étrangère à la nôtre, que nous pourrons le faire nôtre et nous l'approprier, j'emploie ce verbe un peu dangereux aujourd'hui, et nous l'approprier. On fait de l'appropriation culturelle finalement, en lisant Racine, enrichissant au passage notre compréhension des autres et notre sensibilité. Et j'ai même la faiblesse de penser que la méthode pourrait bien être féconde aussi pour d'autres formes d'échange entre les cultures, mais là on arrive sur un terrain beaucoup plus miné. C'est au prix de cette infinie exigence, de ce travail patient et méticuleux dont nos intervenants nous ont très volontiers révélé les secrets, que le théâtre de Racine peut revêtir cette dimension transhistorique, nous parler ici et maintenant, comme disait Brigitte Jacques.
Arrêtez de penser au vieux Racine boursouflé, nous recommandait Anne Delbé. Racine a eu 17 ans et s'adresse aux jeunes gens de 17 ans, nous expliquait-elle ce matin. Il existait au milieu du XXe siècle une revue qui s'appelait Jeunesse de Racine. Près d'un siècle plus tard, on constate aujourd'hui encore la jeunesse de Racine incarnée par les élèves et les étudiantes et étudiants qui ont assisté à cette journée et dont la présence atteste l'intérêt, la curiosité, la passion peut-être, qu'inspirent aujourd'hui encore les vers raciniens. Lisez Racine, jouez Racine, disait Anne Delbé. Racine qui ne nous est jamais si contemporain que lorsqu'il se tient à distance, dans la tenue parfaite d'une langue qui n'a rien de suranné, mais constitue la condition pour que, de ces vers, s'élèvent chants d'amour et cris de souffrance, incarnés par les voix et les corps des acteurs et des interprètes qui donnent chair à ces mots, et sur lesquels ont tenu à insister Brigitte Jacques et Anne Delbé. Comme Benjamin Lazare, comme François Regnault, ce ne sont pas de simples témoignages ou des conférences qu'ils nous ont présentées aujourd'hui, mais de véritables masterclass qu'ils nous ont offerts avec une immense générosité. C'est la même générosité qui anime les enseignants du secondaire, cheville ouvrière de la transmission, et qui, non toujours sans peine, parfois contre vents et marées, maintiennent cette flamme racinienne qu'il nous semble tellement indispensable de garder vivante. Un très grand merci aux participants, au public, aux intervenants et surtout à M. Hubert Aupetit.